répartir nos interventions. Très bien, je vous en remercie. Donc, pour éviter de trop se redire. Donc, on vous a écouté avec intérêt, Monsieur Mignoux. Donc, on a bien compris que dès demain matin, la ville va être dans l'allégresse grâce à l'augmentation de la fiscalité. Ça va transporter tout le monde et que les gens vont être ravis, parce que vous l'avez dit sur un ton très guilleret, très plaisant. Mais il va quand même falloir qu'on vienne à la réalité de ce que vous nous annoncez. Alors, on a bien compris qu'on partait, alors je ne sais pas si c'est Zola ou Victor Hugo, où Cosette va casser la glace à la fontaine le matin et a peur de se faire attaquer par les loups, à Alice au pays des merveilles, la félicité fiscale intervenant entre-temps pour nous ouvrir cet avenir radieux d'une ville qui sort de sa léthargie. Donc nous sortons tous, soyez-en conscients, à partir d'aujourd'hui, de la léthargie dans laquelle nous étions collectivement condamnés. Donc on va vous répondre point par point avec Marion. D'abord, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur le maire. Lors du débat d'orientation budgétaire, le 31 janvier dernier, vous n'avez pas employé cette formule aujourd'hui, mais vous l'aviez employée à l'époque, vous aviez qualifié votre budget de pragmatique. Et notre budget est pragmatique. Alors moi, je me suis dit que ça doit probablement relever de la méthode Coué, puisque chacun a sa méthode pour rendre les choses positives, et la méthode du docteur Coué est basée sur l'autosuggestion, et elle permet en effet de rendre les choses plus positives qu'elles ne le sont réellement. Alors le pragmatisme, c'est agir au mieux, avec les marges de manœuvre dont on dispose, et surtout s'adapter au contexte. Et là, je voudrais quand même dire quelques mots sur le fait que le contexte dans lequel nous vivons a beaucoup changé. A beaucoup changé depuis le débat d'orientation budgétaire du 31 janvier dernier et depuis, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Le Premier ministre belge, Alexandre De Croo, a qualifié à juste titre cette guerre de 11 septembre de l'Europe, ce qui exprime l'importance de l'événement sur l'avant et l'après. Tout d'abord, la croissance. Les perspectives de croissance 2022 étaient évaluées aux alentours de 4%. On est tous bien conscients que c'est devenu complètement caduc, que cette hypothèse ne se réalisera pas et que, de toute façon, cette hypothèse de croissance devra être revue à la baisse par les différents phénomènes induits par ce conflit. La croissance du coût de l'énergie est très forte. Le prix du baril de pétrole, vous le constatez tous, lorsque vous faites votre plein à la pompe, le litre d'essence a passé la barre des 2 €, mais il y a aussi la facture du prix du gaz pour les foyers. Et puis la hausse de l'inflation, elle était proche des 4%, elle va passer la barre des 4%, et donc se mettre à des niveaux élevés. Vous-même, vous avez parlé, Monsieur Mignoux, de stagflation. Tout ça va peser lourdement, n'en doutez pas, sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français au cours de l'année dans laquelle nous sommes. Alors il y a un changement de contexte. Ce contexte est incertain. Il devrait nous inciter à faire preuve de prudence, de responsabilité et à éviter toute ponction supplémentaire dans les revenus des ménages. Ce n'est pas le choix que vous faites aujourd'hui, car vous êtes inébranlable dans vos certitudes. Entre le DOB et le budget, un événement considérable est intervenu, mais vous ne changez rien. Vous ne changez rien. Vous maintenez votre augmentation de la taxe foncière de 15%, qui représente, alors le chiffre de 10 millions d'euros, vous le contestez, vous dites 8,4, c'est pas rien non plus, c'est 8,4 millions d'euros par an dans le porte-monnaie des habitants de notre ville. Alors, puisque vous contestez les publications des chiffres des uns et des autres sur les réseaux sociaux, moi je trouve que la délibération 009, pages 55 et 56, n'est pas très honnête dans la présentation qu'elle fait des choses. Parce que lorsque vous parlez de l'augmentation des impôts que nous avions faite en 2015, vous l'exprimez en pourcentage, plus 4,2%, mais lorsque vous parlez de la vôtre, vous l'exprimez en points, la page suivante. Donc du coup, c'est analogue. On a 4,2% d'un côté, on a 4,5 points de l'autre. Mais vous savez très bien que vos 4,5 points, c'est 11,5%. Ce qui ne vous a pas empêché de communiquer partout sur 4,2, 4,5. Les gens se disent, oh, c'est à peu près le même niveau. Eh bien non. 4,5 égale 11,5 plus la hausse des bases égale 15%. Donc, lorsqu'on est très attentif aux publications des uns et des autres, on peut l'être aussi, évidemment, dans un rapport qui mesure avec 2 cuillères différentes la hausse des impôts. Alors, pas besoin de rappeler le contexte, mais en 2015, nous avions un vrai problème, c'était la baisse des ressources. On était sous la présidence de François Hollande et chaque année, nos dotations baissaient.
nous avions un problème d'endettement, nous avions un problème de ressources, et les contextes sont évidemment différents. Je voudrais redire que la moitié des habitants de notre ville payent les taxes foncières. Et une autre partie sont locataires, et évidemment, beaucoup de propriétaires vont répercuter cette hausse sur les loyers, donc elle touchera très largement les habitants de notre ville. Donc ce que vous qualifiez de pragmatique, moi je vois que ça ne s'adapte pas aux circonstances, c'est au nouveau contexte qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas quel est le mot le plus approprié, j'avais dit idéologique, ça peut être inconscient, imprudent, irresponsable, je vous laisse choisir, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit la réponse à la période compliquée dans laquelle nous entrons. Alors, Monsieur Mignoux, vous avez beaucoup salué des premières. On vous répondra, la première fois qu'on touche des fonds européens, etc. La première fois, voilà, il y a beaucoup de premières. Bon, on vous répondra point par point. Mais il y a une vraie première dans l'histoire de notre ville, c'est vous qui l'ouvrez aujourd'hui et qui en aurez la paternité, c'est l'augmentation d'un impôt de 15%. Ça s'est jamais fait. Parce que nous aussi, on a regardé, alors si on écarte les périodes de guerre, hein, qui sont des périodes mises à part, et que vous-même n'avez pas pris pour référence, vous êtes le premier adjoint aux finances de cette ville à avoir augmenté un impôt de 15%. Donc je vous félicite, c'est une première que nous saluons. Il y a un mot que vous n'avez jamais employé dans votre présentation. Pourtant, vous avez un répertoire qui est large, hein, de citations et de vocabulaire et de subjonctifs que tous apprécient. Mais pourtant, c'est un mot qui, moi, me plaît parce que je pense qu'il devrait être à la base de toute politique publique et de toute politique budgétaire. C'est le mot « économie ». Ce mot, vous ne l'avez jamais employé. Et pourtant, les habitantes et habitants de notre ville, cette année, eux, ils vont devoir en faire des économies, avec toutes les hausses auxquelles ils vont être confrontés, les difficultés qu'ils vont avoir. Mais vous, c'est visiblement un mot qui ne fait pas partie de votre répertoire. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire avec le tableau qui nous a été présenté, parce que vous essayez, vous avez du talent, hein, vous le faites bien. Pour justifier l'augmentation des impôts, vous nous présentez une courbe et vous nous expliquez qu'en fait, c'est une logique de rattrapage. Comme on paye un petit peu moins d'impôts à Tours qu'ailleurs, eh ben, il faut rattraper. Il faut rattraper. Et d'ailleurs, comme on va passer au-dessus, les autres vont devoir rattraper aussi. Et on va être dans une espèce de course de rattrapage à la hausse des impôts. Alors, si c'était vrai, ce qui n'est pas totalement avéré, moi, ce que je vois pas bien, c'est pourquoi le rattrapage, il se ferait vers le haut et pas vers le bas. Pourquoi c'est pas ceux qui payent un peu plus d'impôts, qui ne prendraient pas modèle sur ceux qui en payent un peu moins, le but étant de dégager un peu de pouvoir d'achat des ménages. Vous oubliez une donnée majeure dans votre démonstration, j'ai tous les chiffres de toutes les métropoles, de toutes les villes de strates moyennes, etc. On pourrait les regarder si vous le souhaitez, c'est le niveau des revenus dans notre ville. Eh bien non, Tours n'est pas une ville riche, Tours n'est pas une ville de propriétaires nantis. Le revenu moyen par habitant est faible. Donc lorsque vous nous faites un chiffre sur la ponction fiscale en disant, vous voyez, c'est moins qu'ailleurs, sous-entendu, on peut en prendre un peu plus, hein, eh bien, vous oubliez non seulement le contexte, mais cette réalité. Vous semblez oublier aussi, je l'avais dit au DOM, mais je le rappelle, qu'il y a une passion dans ce pays pour les prélèvements et les impôts. Alors vous avez dit, avant que j'aille à l'étang-cimetière, à Saint-Symphorien, je ne sais plus, que je me réjouirais d'avoir payé des impôts. Personne n'est contre les impôts. Mais aujourd'hui, ils représentent dans notre pays 27,5% du PIB. C'est-à-dire juste derrière le Danemark qui est à 47,6, et grâce à des municipalités comme la nôtre, je pense qu'on devrait arriver à les rattraper bientôt et à prendre la pole position. Là, on sera premier, il n'y aura plus de problème de rattrapage, mais on est déjà les champions d'Europe de la fiscalité, avec des niveaux très importants. Même la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, etc. sont derrière nous. Donc, visiblement, vous estimez que ce fardeau qui pèse sur les Français, et donc sur les Tourangeaux, n'est pas assez lourd, et vous décidez d'en rajouter. Vous faites preuve, en la circonstance, de ce que je voudrais appeler un acharnement fiscal. Un acharnement fiscal. Et je vais l'expliquer, parce que rien, pour moi, ne justifie la hausse des impôts que vous voulez faire voter aujourd'hui par notre conseil municipal. D'abord, et en plus vous en convenez, la situation financière de notre ville a été assainie par le travail de vos prédécesseurs, notre travail.
C'est Françoise Amiot et Hélène Millot qui ont fait ce travail difficile avec le soutien de leurs maires respectifs, Serge Babaré et Christophe Boucher, où la dette a baissé de plus de 30 millions d'euros pendant le mandat. Ce sont vos chiffres, je ne suis pas allé en chercher d'autres. Donc nous avons baissé la cour de la dette de 30 millions d'euros, réglé le problème des emprunts toxiques dans un contexte de baisse des ressources. Bien. Aujourd'hui, nous avons des ratios qui sont ceux que vous avez donnés, qui montrent que la situation n'est pas réglée, bien entendu, mais elle est assainie et maîtrisée. Deuxièmement, nous avions une baisse des ressources. Vous avez une hausse des ressources. D'abord, vous n'avez pas le contexte que nous avions avec le président Hollande, avec des baisses de dotations chaque année. Vous avez des dotations qui sont au pire stables, et vous-même en avez convenu, au mieux en hausse sur un certain nombre de registres. Donc, pas de mauvaise surprise de ce côté-là, surtout qu'on est en année présidentielle, donc c'est pas le moment où on baisse les dotations aux collectivités, et donc ça devrait bien se passer de ce niveau-là. Vous avez ensuite la revalorisation des valeurs locatives, 3,4%, ce qui fait que les taxes vont naturellement être plus importantes sans que vous ayez besoin d'en augmenter le taux. Et puis, vous avez sous-estimé, moi je le pense, dans la présentation que vous faites, par exemple les droits de mutation. Vous avez sous-estimé les droits de mutation. Vous l'aviez sous-estimé l'année dernière, vous le sous-estimez à nouveau cette année. La ville de Tours, aujourd'hui, a une attractivité, un dynamisme immobilier qui font que les mutations sont importantes. Alors après ça, il y a la dette grise. La dette grise, je redis ce que j'ai dit ce matin. Si nous avions eu une présentation de l'état du patrimoine immobilier de la ville et de ce qu'il faut faire pour l'améliorer, je pourrais adhérer à cet argument. Moi, je voudrais dire, on avait un adjoint dans le précédent mandat, Brice Doisneau, qui était à la voirie et à l'espace public. Alors, on n'a pas parlé de dette grise, mais on avait un problème de voirie. Et je pense que Emmanuel Denis s'en souvient. Eh bien, on avait 1765 rues représentant 400 km. Eh bien, on avait fait un classement. Il y avait bon état, moyen état, mauvais état, 2 tiers étaient en état mauvais, très mauvais. On a fait un plan sur le mandat, on a rénové 80 rues chaque année. Il y en avait 20 par année dans le mandat précédent, etc., etc. Mais on l'a présenté, on l'a budgété, on l'a fait. Vous le budgétez et vous dites au mois de juin, vous présentera le schéma directeur immobilier de la ville de Tours. Donc, il y a une inversion des causes et des effets qui me surprend. Donc, je pense que le problème de la rénovation de notre patrimoine immobilier doit être précédé par une présentation complète de l'état de ce patrimoine. Ensuite, il y a le plan pluriannuel d'investissement. Alors, vous n'avez pas aimé que je le qualifie de pharaonique, mais je vais recommencer. Le plan pharaonique d'investissement, parce que vous vous faites plaisir, presque un demi-milliard d'euros d'investissement. Moi, je pense que pour un adjoint des finances, c'est sympa de dire, moi, je vais faire un demi-milliard d'euros d'investissement dans ma ville. 296 millions d'euros, 91, 60, etc. D'abord, vous dites ça sur 10 ans. On est déjà à 2 ans de mandat, donc il en reste 4. Donc, on ne voit pas trop, à moins que ce soit un artifice, pour dire il nous faut évidemment un autre mandat pour terminer notre plan pharaonique. Et puis, vous voyez bien que par rapport à votre taux de réalisation, vous budgétez des montants importants, plus de 40 millions d'euros, ce qu'il faudrait que vous arriviez pratiquement à doubler ce que vous réalisez. Comment est-ce que vous voulez arriver à doubler? Alors, je veux bien qu'on fasse un comité de pilotage tous les 2 ou 3 mois. Là, on a une solution magique. Grâce à ça, on va durablement redresser notre taux de réalisation. Moi, je crois que ce plan d'investissement, vous n'arriverez pas à le réaliser. C'est pas de votre faute, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des normes, des études d'impact, des co-constructions, des déclarations d'utilité publique, des recours, etc., etc., etc. Les projets sont devenus compliqués. C'est pas de la faute des agents, c'est pas de la faute des élus, mais on n'arrive pas à avancer au rythme auquel on souhaite avancer, parce que tout cela est devenu compliqué. Donc, ce plan pharaonique d'investissement, décliné en plus de 40 millions d'euros de plans d'équipement par an, moi, je n'y crois pas. Et puis, il faut regarder concrètement. Alors moi, j'ai été chercher 2 feuilles d'impôts, parce que je me suis dit, on va prendre des exemples quand même, de taxes foncières. Alors, je suis parti sur, je peux vous les montrer, bien entendu, sur un T2, qui représente aujourd'hui une base locative de 1894. Alors, j'ai enlevé la taxe des ordures ménagères, j'ai enlevé tout ça. Je ne prends que la part communale de la taxe foncière, celle sur laquelle vous agissez. L'année dernière, le propriétaire avait payé 738 €.
Donc, avec 15% en plus, ça fait 110 euros. 110 euros en plus, voilà, c'est un gros plein d'essence. Un gros plein d'essence, bon, voilà, ou une grosse facture. Je suis parti ensuite sur un autre exemple. Un particulier, il y en a beaucoup dans notre ville, un T2, un particulier. Avec une part communale de 1139, là, on a une augmentation de 170 euros. Donc, vous voyez bien qu'on va avoir 100, 150, 200 euros d'imposition supplémentaire sur la feuille d'imposition de nos concitoyens. Eh bien, c'est beaucoup, parce que ça va se rajouter au reste de tout ce que j'ai dit précédemment. Monsieur le maire, vous dites « j'assume tout ». Mais donc, vous assumez le reniement de votre engagement. Vous assumez le reniement de votre engagement, puisque, je vais vous relire, pour une gestion sobre et efficace de la ville. Alors, je ne vous lis pas tout le paragraphe, on n'a pas le temps, et vous le connaissez par cœur. En supprimant les gaspillages d'argent public et en mobilisant les nouveaux financements, nous dynamiserons les finances de la ville sans augmenter les impôts. Voilà, cet engagement-là, il a disparu. 15% de taxe foncière, une première dans l'histoire de notre ville. En conclusion, je voudrais dire que, 1, vous avez des marges de manœuvre financières, hausse des ressources, maîtrise des finances, la situation des finances de notre ville est assainie. 2, vous pouvez agir avec une gestion qui soit raisonnable, qui soit efficace et qui surtout soit adaptée au contexte qui s'ouvre et qui ne soit pas au détriment du pouvoir d'achat des habitants de notre ville. Vous avez choisi de ne pas tenir compte de ce contexte, de rien changer depuis le DOB, de noircir le tableau de la situation de notre ville, je le dis. Moi, j'attends avec impatience la commission générale. Je pense que vous noircissez le tableau parce que ça sert votre démonstration. De ne pas faire de choix courageux sur la gestion du patrimoine immobilier, parce que 2 millions d'euros de cession d'actifs par an, ça me semble en dessous de ce qui pourrait être fait lorsqu'on est à la tête d'une ville qui a un patrimoine immobilier de près de 600 000 mètres carrés. 600 000 mètres carrés, c'est colossal. Et vous augmentez les impôts alors que rien ne vous y contraint. Le choix que vous faites, c'est celui de l'acharnement fiscal. Il pèsera sur les habitantes et les habitants de notre ville.